Are the stars out tonight? I don't know if it's cloudy or bright, 'cause I only have eyes. Dear the moon may be high. Dans cette publicité américaine pour un médicament anti-cholestérol, on comprend qu'un mal insidieux peut nous ronger alors même qu'on se croit en bonne santé. Depuis 60 ans, le cholestérol est l'objet d'oppositions scientifiques féroces et de revenus industriels colossaux. Comment s'est construit le dogme d'un cholestérol coupable alors qu'il est une substance indispensable à la vie? Alors, de Marie Rouanet, un extrait du petit traité romanesque de cuisine, la réhabilitation du gras. Si on évite la goinfrerie, si on sait pratiquer la tente saisonnière, si on a soin de mesure, alors on ne craint plus le gras. Réhabilitons donc le gras sans lequel la viande n'est que femme squelettique. Le gras du jambon, rosé, épais de 4 doigts, dont un morceau accompagne chaque bouchée de maigre. Celui de la côtelette dans la rognonnade, d'un blanc de cire quand la brebis est jeune, qui se boursoufle, dort et craque sous la dent. Le gras qui nage à la surface de la sauce tomate longtemps mijotée, comme si à un moment elle le jetait hors d'elle, ou qu'elle se soit rétractée pour le laisser flotter, tout rougi. Le gras mousseux où a cuit la cervelle, le lard gratté au couteau et étalé sur la tartine chaude de pain grillé, la graisse d'oie où faire frire les pommes de terre en cocotte, les lardons et leur jus versés bouillants sur la salade de pissenlit, la tranche de pain perdu saupoudrée de sucre dès sa sortie du bain d'huile frémissante, le foie des grives mêlé de beurre et de genièvre en tartine sur des croûtons frits, puis refrits dans le jus de cuisson où a fondu le lard des bardes. Les croûtons de la soupe de pois cassés ou de poisson. Le gras donne le moelleux, le liant, il enveloppe, et le doré sans lui est d'une accablante tristesse. Si on se modère, on n'a plus de raison de se priver de fritons, de beurre fondu, de crème épaisse, d'huile d'olive, ni de laisser nostalgiquement sur le bord de l'assiette la peau des volailles, arrosée et croustillante, ou le gras d'un magret. Avoir faim, aimer la faim, la frugalité, et même à la limite, si on est vraiment un raffiné, pratiquer le jeûne préparatoire, cultiver l'attente heureuse, c'est la condition première d'une cuisine de l'amour. Après 3 jours de pain complet, d'eau de source, d'herbes amères, encore qu'il y ait plaisir de roi à manger une pomme de terre onctueuse et une salade, s'attabler devant une tourte aux girolles. Merci pour cette entrée en matière dans le gras. Le gras qui est un peu le thème, le sujet en tout cas controversé. Et j'en vais inviter le doyen de la faculté de médecine, Patrick Paquet, pour l'ouverture de cette 27e séance. 17e. Il y avait quelques années d'avance. 17e séance de la Maison de la médecine et de la culture. Donc sur un sujet qui a fait débat dans la faculté. Patrick. Merci beaucoup à l'équipe de la Maison de la médecine et de la culture d'organiser cette 17e session de réflexion critique sur la médecine, sur ses enjeux, avec toujours cette connotation de santé publique. Et associer l'art à la médecine est une nécessité. Parce que pour moi, la médecine n'est pas une science, c'est un art avec une base scientifique, un peu comme la musique d'ailleurs, parce que vous savez que la musique a une base physique et mathématique. Le problème soulevé aujourd'hui
a fait dans notre petit comité d'échange débat, puisqu'on a accusé la Maison de la médecine et de la culture et ses responsables d'intituler cette session le cholestérol, le grand bluff, point. La faculté de médecine a demandé à ce qu'on mette le cholestérol, le grand bluff, point d'interrogation. Que vous avez rajouté. Et je vous en remercie d'être sensible à la position de la faculté de médecine, parce que la philosophie de la faculté, qui soutient à fond ces démarches citoyennes de venir faire en sorte que la médecine et les interrogations soient traitées, soient prises à bras-le-corps par les citoyens, c'est un sujet difficile. C'est un sujet difficile qui pose le problème essentiellement de la pression de l'industrie sur la prescription médicale. Cette pression industrielle existe, c'est indéniable. Mais je voulais rappeler que la plupart des médecins ne sont pas sensibles à cette pression industrielle. La preuve en est, c'est qu'au sein des étudiants, du corps des étudiants en médecine, les interrogations naissent très tôt dans le cursus. On a ici Robin Juan, qui est maintenant interne, qui a été à l'origine d'un congrès qui s'appelait l'Esprit critique niçois, où il a fait venir à la faculté de médecine des orateurs pour traiter de ce sujet de la dissociation entre le corps médical et la pression industrielle. La plupart des médecins qui font de la recherche clinique sont honnêtes. Le but de ces médecins, c'est d'améliorer la condition des malades. Donc moi, en ce qui me concerne, les statines font baisser le taux de cholestérol. Le grand bluff, s'il y a, c'est quoi? C'est de simplifier la complexité des prises en charge médicales, c'est-à-dire de donner l'illusion que l'on peut apporter une réponse simple, prendre un comprimé par jour, à une question complexe: qu'est-ce que c'est que l'équilibre alimentaire? Et qu'est-ce que c'est que la prévention des maladies cardiovasculaires? Donc, il faut débattre, il faut que les citoyens essayent de comprendre, même si c'est un domaine extrêmement complexe que le métabolisme des lipides et des glucides. Pour comprendre la façon dont ça fonctionne, comment on peut avoir ce qu'on appelle des dyslipidémies, c'est-à-dire des maladies de la régulation des graisses, c'est compliqué parce que le métabolisme biochimique est compliqué à comprendre. Et donc, apporter des réponses très simples à des problèmes complexes, de toute façon, là, on peut effectivement se poser la question d'un bluff. Le problème est dans l'environnement alimentaire, dans les aliments qu'on nous propose dans les magasins, et que les statines vont essayer d'apporter à leur place des réponses, essayer de limiter le risque cardiovasculaire, et après c'est à chaque citoyen, à chaque médecin d'accepter ou pas de prendre un traitement, et je pense que le documentaire que nous allons voir va prendre position, et c'est une bonne chose. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai confiance dans le corps médical, j'ai confiance en particulier dans les praticiens de terrain. Pour moi, s'il y a bien des gens qui peuvent avoir une idée claire de l'impact des statines sur le pronostic, et ce sont les médecins de terrain, un cardiologue qui soigne des patients dyslipidémiques depuis 40 ans et qui les voit évoluer en fonction des traitements qu'il prescrit. Eh bien, ce cardiologue-là peut avoir une idée assez claire de ce qui se passe lorsqu'on prescrit ces médicaments. Je discutais avec Jean-Michel tout à l'heure, la pression industrielle est indéniable, elle existe. Moi, je fais de la chirurgie digestive, et vous connaissez tous la mode de la chirurgie bariatrique, où on opère les grands obèses, qui font 120, 140, 160, 200 kilos. Moi, je n'ai jamais voulu faire de chirurgie bariatrique parce que je trouve stupide de proposer un traitement chirurgical à des patients qui ont des problèmes addictifs, d'addiction à la nourriture. Je trouve que proposer une opération chirurgicale à quelqu'un qui a un problème d'addiction, je trouve ça incohérent. Et donc j'avais une idée très précise sur la chirurgie bariatrique, je trouvais ça complètement débile en gros. Eh bien, avec le temps, je m'aperçois qu'il y a certains patients qui
bénéficient de la chirurgie bariatrique, ils perdent 60-80 kilos. Ça ne règle pas leurs problèmes addictifs, mais il ne faut pas non plus porter l'anathème sur toute cette démarche qui a été entreprise, et alors qu'il y a une pression industrielle. Moi, les industriels de la chirurgie viennent me voir parce qu'il y a des machines, on fait ça avec des machines, et on voit très bien qu'ils veulent vendre leurs machines et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'opérations de l'obésité. Et ce n'est pas très compliqué quand on a un certain bon sens que de résister à la pression industrielle. Voilà, moi je voulais juste dire que le corps médical, pour moi, n'est pas corrompu, il n'est pas lié par l'argent. Je pense que les brebis galeuses existent dans tous les milieux, hein, chez les curés, chez les instituteurs, chez les sportifs, chez les médecins, chez les industriels, mais j'ai confiance, personnellement, dans l'état d'esprit de la plupart des médecins qui cherchent avant tout à ce que leurs patients aillent bien et que les risques des maladies qui peuvent les atteindre soient diminués. Merci encore pour l'initiative de cette démarche qui consiste à mêler la science avec la philosophie, l'éthique et à la réflexion citoyenne. Félicitations encore à toute l'équipe parce que je sais que c'est beaucoup d'investissement en temps pour pouvoir se réunir et réfléchir sur des sujets aussi intéressants et complexes. Merci. J'aurais voulu appeler toutes les personnes de la Maison de la Médecine et de la Culture, ce qu'on ne fait pas souvent. S'il y a des personnes qui sont là de l'équipe, je sais qu'il y a certains qui ont préparé mais qui n'ont pas pu être là. Je ne sais pas, il y a peut-être Michel. Michel à l'entrée. Est-ce qu'il y a d'autres personnes de l'équipe? Il y a Ben qui est à la caméra, voilà. Qui a fait partie de l'équipe. On peut présenter, j'en profite pour présenter Ben Walter, en fait, donc pour dire que c'est notre 17e séance, que Ben Walter a pratiquement filmé toutes les séances, que vous pouvez trouver sur notre site les vidéos de la plupart de pratiquement 14, je dirais. Voilà, je crois qu'on a on a une centaine de vidéos, on a plus de 10 000 vues. Alain Percival, tu peux descendre. J'en profite aussi pour dire qu'après, pour citer de nouveau l'esprit critique niçois, qui je dirais qui nous a beaucoup influencé dans la préparation de l'événement de cet après-midi, puisqu'on va faire un ciné-débat mouvant, c'est-à-dire qu'après on va vous proposer, après le film, on va vous poser des questions et on va vous proposer d'aller dans des coins de l'amphi pour se mettre à se questionner, à réfléchir ensemble. J'étais en train de dire, donc l'esprit critique niçois, donc on a un de ses représentants, Robin Jouan, donc on a aussi Adrien Barbarou et Gabriel Perrault qui ne sont pas là aujourd'hui, mais j'ai entendu dire que bientôt ça allait redémarrer après une pause de quelques semaines du fait des activités de chacun. Et voilà, donc c'est pour dire qu'on essaie de transporter, nous ne sommes pas l'esprit critique niçois, mais on est un peu dans cet esprit de l'esprit critique niçois. Je fais présentation. Donc Véronique Mondin du CHU, infectiologue, Alain Percival du CHU, donc psychologue et qui s'occupe des séances de simulation, Michel Dobremetz qui assure toute la logistique, Richard. Voilà, qui fait tout. Et Jean-Michel. Et puis moi, qui fait tout aussi. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'était de poser la question si tout le monde était d'accord à ce que la séance après le film soit filmée et soit mise sur le site. Voilà, s'il y a quelqu'un qui est contre le fait de figurer dans la vidéo, il faudrait le dire. Et voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, je ne sais pas, Richard, si tu as fait ça, j'avais fait une diapositive pour présenter mes conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. Voilà, donc c'était Sylvain Duval qui est du Formandep, c'est un peu quelque chose qui est conseillé aux médecins. En fait, c'est quand un médecin intervient dans une conférence, c'est de présenter ses conflits d'intérêts. Donc moi j'ai regardé sur 3 ans,
je crois que j'ai 65 € de conflit d'intérêts. J'ai répondu à 2 enquêtes, 17 et 18 €, et j'ai assisté à un buffet médical, j'ai reçu 30 €. Voilà, c'est pour signaler mes conflits d'intérêts. Nous sommes soumis à la faculté de médecine d'inspecter les revenus des médecins hospitalo-universitaires, donc qui font de la recherche clinique en général, pour vérifier que les revenus qu'ils touchent en dehors de leur paye, l'origine de ce qu'ils touchent, et donc il y a une commission réglementaire qui vérifie que tous les revenus qu'ils ont en plus de leur salaire sont bien sont cadrés. Et la commission doit donner un avis, et si on estime qu'ils sont trop payés par une industrie, on peut leur faire enlever ces revenus. Donc 17e rencontre trimestrielle de la Maison de la médecine et de la culture, 4 ans jour pour jour après la première, qui était donc le 26 janvier 2015, où nous avons abordé le questionnement de qu'est-ce que soigner avec humanité, à l'aide du film Barberousse, Akira Kurosawa, 1965. Et là, le thème qui va être essentiel, c'est le thème de la non-maltraitance, c'est le thème de d'abord ne pas nuire. Donc un deuxième pilier de l'éthique médicale. Nous voulons essayer d'articuler au plus juste le traitement de la maladie et le soin de la personne. Et c'est le but de ces journées, articuler au plus juste le traitement de la maladie et le soin de la personne avec la personne. Et cette nouvelle philosophie, ce nouveau paradigme de pensée, c'est avec la personne. C'est ça qu'on voudrait véhiculer. Et c'est ça qui transforme tous les paradigmes de pensée. C'est ce mot « avec la personne ». C'est-à-dire que tout ce qu'on fait en médecine, en tant que professionnel, on doit le faire avec la personne. De la même façon, sur le thème qu'on aura aujourd'hui, cholestérol, le grand bluff, est-ce qu'on aurait des outils de décision partagée pour essayer que le patient et que le médecin puissent prendre ensemble une décision concernant l'abord du cholestérol, les statines, la prévention cardiovasculaire. Donc ce matin, avec Jean-Jacques Dunel-Burger, avec Sylvain Duval, nous avons développé notre esprit critique et nous avons découvert des outils de la décision partagée. Et moi, j'ai appris notamment le fait enfin, Patrick parlait tout à l'heure de confiance, mais j'ai appris cette idée de méfiance ou de signal d'alarme quand vous avez une étude qui revient en pourcentage. Et donc, il faut faire attention parce qu'il y a une manipulation possible entre les pourcentages et les chiffres bruts. On en parlera peut-être tout à l'heure dans le débat. Ce que j'ai entendu aussi quelque chose ce matin qui m'a intéressé, c'était le problème que des idées qu'on véhicule ici, peut-être qu'un étudiant en médecine qui n'a pas encore passé ses ECN, ça pourrait être dangereux pour lui d'être là. Parce que peut-être on va véhiculer des idées qui ne sont pas les mêmes que celles pour lesquelles il va devoir répondre à un QCM. Et ça peut mettre l'étudiant en dissonance cognitive. En tout cas, ça nécessite un gros travail de réflexion critique sur ces difficultés qui sont un peu nos difficultés de médecin au quotidien. Comment faire pour faire une prescription à un patient quand notre avis n'est pas celui des recommandations nationales. Et notamment, donc en novembre, les recommandations de l'HAS ont été abrogées du fait du travail du Formindep et du fait que 6 des 9 experts qui étaient responsables de la recommandation présentaient des conflits d'intérêts majeurs. Alors, ce que nous avons fait aussi ce matin, c'est que nous nous sommes décentrés de la controverse. C'est peut-être le fait de ne pas être figé sur c'est vrai, c'est faux, oui, non, je crois, je ne crois pas. En fait, nous nous sommes décentrés grâce au cinéma, grâce à la littérature, grâce à l'écriture de l'intime. Nous avons aussi partagé donc le pain et le vin. Et qu'est-ce que je sais plus ce que je veux dire. Oui, ce que je veux dire, c'était
Ce qu'on voulait, c'était, en fait, on voulait essayer d'éviter la fascination de l'objet, c'est-à-dire la fascination de l'organe, de la maladie, et on voulait se décentrer du côté de l'être humain. Voilà, on voudrait essayer de transporter donc des alternatives de pensée, d'action, de paradigme, de pédagogie citoyenne, et de se réapproprier notre rapport à l'intime, à la réflexion, à l'émotion, ensemble, aux grandes dames des MDM. Les MDM, ce sont les marchands de mort et les marchands de maladie. C'est comme ça qu'ils sont appelés dans le film Thank You for Smoking, qui est un film sur le lobby du tabac. Et marchands de mort ou marchands de maladie, c'est les marchands de tabac, mais c'est aussi Knock, dans le film qu'on a vu hier et aujourd'hui. Et voilà, je crois que je vais m'arrêter là. C'est bon, c'est bon. Anne Georges, c'est une journaliste qui a fait ses études à Sciences Po, qui est initialement Sciences Po, qui à la suite de ça est devenue reporter, a intégré l'agence CAPA, et elle a été vraiment au cœur des grands événements du siècle précédent. La chute du mur de Berlin, les condamnés de Rivonia, c'est le procès des collègues, des camarades, on dirait plutôt, lors de l'apartheid de Mandela. Elle a participé, en tout cas assisté, couvert la première intifada en Palestine, la révolution de velours, etc. Donc c'est déjà une reporter qui a de la bouteille, qui a de l'expérience. Ensuite, elle s'est tournée vers les documentaires, là je ne m'étalerai pas trop, et en particulier donc celui sur le cholestérol, qui a été diffusé pour la première fois sur Arte, l'émission Théma en 2016, et une deuxième fois en 2017. Et j'introduirai le film tout simplement par une question qu'elle pose elle-même en parlant du cholestérol. Comment a-t-on fait d'une substance indispensable à la vie un coupable idéal? C'est la question qu'elle se pose, c'est sous sa responsabilité, bien sûr. Aujourd'hui, alors on avait espéré un moment pouvoir faire un direct, une communication avec elle, mais aujourd'hui elle préside à Biarritz le FIPADOC, l'ancien FIPA, qui est le Festival international du documentaire.